Bon, allez, repos, repos ce soir, les gars. C'est repos, repos. Ah non, non, ce soir, vous pouvez y aller. Éclatez-vous, éclatez-vous. Façon de parler, attention. Hein. Si, si, ce soir, c'est carte blanche. Picoler, je veux dire, manger du cochon, il n'y a pas de problème. Les mecs qui sont partis, c'est explosé. Persuadés peut-être qu'il y avait des mille vierges qui les attendaient, comme ça, dans un coin, au milieu des nuages, dans du lait de coco, comme ça. Non, non, les religieux, ils sont balèzes. Hein. Pour enrhumer du crétin, quand même, c'est les meilleurs. Frères européens et amis de l'Occident, bonjour. Cette vidéo que j'ai promis depuis un certain temps déjà sort enfin. Je vais vous parler de Dieudonné, d'une vidéo qu'il a consacrée à l'exécution d'al-Baghdadi. Donc cette vidéo date, je crois, de la semaine qui a suivi la mort d'al-Baghdadi. Et j'avais déjà préparé un petit texte à ce moment-là. Et au moment où j'allais le publier, Tepa est mort, et ça m'a donné l'idée d'un ajout, d'une seconde partie dans la vidéo, dans laquelle, succinctement, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur Tepa et sur Dieudonné, qui a une très longue carrière, je vais comparer les deux parcours, faire une analyse qui, je crois, est pertinente. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je vais parler de Dieudonné, de son, on va dire, ses choix politiques, ses interventions actuelles, et notamment cette vidéo où il critique très férocement l'Occident. Et selon moi, ça n'engage que moi, peut-être qu'il pourra me faire un procès en diffamation, mais après avoir revu la vidéo ce matin pour les besoins justement de celle que je suis en train de faire moi, j'estime qu'il prend parti pour Daesh dans cette vidéo. Donc ça c'est la première partie, et dans la deuxième partie je vais comparer voilà, avec les choix contraires qu'a fait Tepa tout au long de sa vie jusqu'à ces dernières années. Alors d'abord je voudrais dire que cette vidéo n'est pas une vidéo de critique contre l'islam. Si vous avez cliqué pour entendre des discours islamo-critiques, eh bien ce n'est pas la bonne vidéo. En fait, je ne vais pas critiquer l'islam, sa doctrine, son fondement, etc. En tout cas pas dans cette vidéo, parce que justement l'objet de mon intervention d'aujourd'hui, c'est de montrer que Dieudonné n'est pas vraiment un soutien de la cause musulmane. C'est un homme qui a changé d'opinion énormément de fois au cours de sa carrière, d'opinion politique, et cette versatilité, c'est vraiment le nœud, le cœur en fait, le principe même de cette vidéo. Ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, il y a une expression qu'on disait, en tout cas à Grenoble, cette expression elle était populaire quand j'étais jeune. On disait, il a pas de face. Il a pas de face, ça veut dire en fait il change d'avis comme de chemise. Et finalement l'étude de la carrière de Dieudonné me fait me rendre compte que derrière cette aura de rebellitude totale, en réalité Dieudonné n'a pas de face. Il a changé, et là j'expose ma thèse, il a changé ses opinions politiques du tout au tout en fonction de ce qui le faisait buzzer. Parce que en réalité le fil rouge de la carrière de Dieudonné, c'est son désir de rester au top en termes de succès et en termes d'argent. Ça n'a jamais été autre chose, et j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, et je le réalise enfin aujourd'hui. Donc les quelques musulmans qui tomberaient peut-être par hasard sur cette vidéo, sachez que vous ne vous sentirez pas particulièrement insulté, je crois, par mes propos, enfin pas plus que ceux de n'importe quel patriote qui s'exprime sur l'islam, parce que le but c'est justement de vous montrer que si vous pensez que Dieudonné est un vrai frère en islam, bah vous vous mettez le doigt dans l'œil. Voilà, vraiment à 100%. Alors maintenant, je vais commencer cette vidéo en m'adressant directement à Dieudonné. Pourquoi je me permets de faire ça? Parce qu'en fait, Dieudonné, je le connais. Je le rappelle aux personnes qui n'ont pas suivi, par exemple, les interviews que j'ai faites sur le plateau de Tepa en 2014, en 2018, où j'ai parlé de ça en long, en large et en travers. Mais j'ai travaillé avec Dieudonné, j'ai travaillé pour Dieudonné pendant presque 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, j'ai appris à le connaître et inversement. Voilà, donc ce n'est pas que je m'adresse à lui directement, en réalité, n'est pas un manque de respect et n'est pas absurde, parce que c'est comme ça que nous discutions lorsque j'étais au quotidien avec lui. Et quand je dis au quotidien, c'est que j'ai habité au théâtre de la Madore. Quand j'ai débarqué de ma province et que je suis arrivé à Paris,
pour faciliter le travail, parce que quand je suis arrivé, il y avait c'était l'époque où on préparait les films, l'antisémite et ensuite Métastase. Il y avait besoin d'une présence quotidienne de moi, et par facilité, voilà, pendant je crois 2-3 mois, j'ai carrément habité à la Main d'Or. J'avais les clés du théâtre, c'est moi qui ouvrais aux gens le matin. Voilà pour la petite anecdote. Une autre anecdote m'est revenue en tête récemment, parce que je me suis souvenu que lorsque j'ai débattu avec Soral, il avait avancé comme argument le manque de respect en disant par exemple que j'avais pas à le tutoyer. Il avait dit ça dans une vidéo qui précédait le débat ou qui le suivait, peu importe. Et c'est totalement ridicule parce que quand j'étais à la Main d'Or en 2010, 2011, 2012, Soral, je le fréquentais. D'accord, je bossais pas à Égalité et Réconciliation, mais le théâtre de la Main d'Or, c'est toujours d'ailleurs la deuxième maison de Soral. Enfin maintenant il est plus Dieudonné n'est plus dans ce théâtre, mais ils sont toujours cul et chemise. Et à l'époque tu pouvais pas passer une semaine à la Main d'Or sans voir Soral. Donc nous discutions, on se tutoyait, il me connaissait, d'accord. J'étais seulement un lieutenant, on va dire, j'étais en bas de l'échelle, en milieu de l'échelle, on va dire. J'étais quelqu'un qui n'était pas très important dans la hiérarchie, mais j'étais constamment présent. Je vous donne un exemple qui dit tout de cette intimité qu'il y a pu avoir quand même entre Dieudonné, Soral et moi. Au-delà de ma participation aux 2 films, l'antisémite et Métastase, Soral était acteur du film l'antisémite, qu'on a souvent dit, quand il est venu, on a pas mal discuté de cinéma ou autre. Mais un truc que je me rappelle très clairement, lorsque, vous savez, il préparait cette BD Yacht People avec Zéon. Eh bien, je vous donne un exemple. J'étais présent dans la même pièce qu'eux lorsqu'ils travaillaient sur ce projet. Voilà, je me souviens de Zéon qui montrait l'avancée du travail à Soral qui donnait des idées sur quoi mettre dans les bulles avec Dieudonné. Voilà, je me souviens de ce trio-là qui bossait sur les BD. Moi, j'étais derrière, je faisais des montages. Et cette situation s'est reproduite 2, 3, 4, 5 fois. Je connais bien Zéon, en tout cas à l'époque, on discutait, on se connaissait. Donc tout ça pour dire que je connais ces gens. Je n'en parle pas d'un point de vue extérieur, j'en parle d'un point de vue de quelqu'un qui connaît leur personnalité, leur façon d'être, leurs défauts, leurs qualités, et c'est en ce sens que je me permets d'intervenir, en plus de, on va dire, mon côté idéologue, que je vais aussi mettre en avant dans cette vidéo. Alors, je vais m'adresser directement à Dieudonné, et je vais te demander, Dieudonné, où est passé le Dieudo du divorce de Patrick? Je te demande officiellement, je ne sais pas si tu vas me répondre, mais je te demande officiellement, où est passé, il a disparu, il s'est évaporé comme ça, le Dieudo du divorce de Patrick, et notamment de ce sketch, La fine équipe du 11. Alors, dans ce sketch, je pense que pratiquement tout le monde l'a entendu ici, vous vous en souvenez peut-être pas, mais je suis certain que vous avez déjà entendu ce sketch. En fait, Dieudonné se foutait de la gueule des djihadistes, purement et simplement. Voilà. Et c'est ce qui rendait ce sketch très drôle. En fait, ce sketch, c'était celui d'un athée, d'un agnostique, à la Diderot, voilà, si Diderot avait vu ton sketch, je pense qu'il aurait bien rigolé, de quelqu'un de sensé, d'intelligent, qui se moque des croyances religieuses, voilà. C'est tout. Alors, ça s'applique à l'islam parce que, en l'occurrence, ça a suivi les attentats du 11 septembre, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres religions. Cette croyance qu'en tuant des gens, on va contenter Dieu, on va aller au paradis, on aura le droit à je ne sais quel plaisir. Voilà, ça, tu l'as critiqué dans le passé, Dieudonné. Tu as été du côté, finalement, des anti-islam de fait, parce que, au fond, et ça, je suis persuadé que tu ne crois absolument pas en Dieu, et tu es resté, en fait, au fond de toi, tu es resté cette personne qui, lorsqu'il voit des religieux prier et croire, on va dire, à l'action de leur prière, a une forme de moquerie. D'accord? Alors, moi, ce Dieudonné-là, c'est ça, c'est ce qui nous a donné les hommes d'esprit, c'est ce genre de sketch qui nous ont donné envie de te suivre. Moi, quand j'étais jeune, comme tout le monde, j'avais écouté des sketchs dédiés à Dieudonné, dont l'antiracisme m'agaçait, mais dont je dois reconnaître volontiers qu'ils étaient drôles, parce que c'est toujours très drôle de jouer sur les stéréotypes ethniques de tel ou tel peuple. Donc voilà, rire, c'est le principe des blagues, les clichés sur les Belges, sur les Juifs, sur les Noirs, sur les Blancs même. Personnellement, je ne suis pas du tout affecté par des blagues qui sont faites par un humoriste sur les Blancs, ça me dérange pas du tout, c'est le principe même de l'humour, c'est le stéréotype. Bon, mais quand on comparait par exemple à ce que faisaient les Inconnus, Élie Dieudonné, c'était quand même une qualité en dessous. Et après, Dieudo a été en solo, et moi, la découverte de Dieudo, avant mes excuses qui étaient
finalement peut-être est le chef-d'œuvre de Dieudonné, ça a été la fine équipe du 11. Là, je me suis dit, on a vraiment affaire à un homme libre, voilà, qui se permet, dans une France qui s'islamise tout de même, de donner un point de vue totalement rationnel, goguenard finalement sur l'islam et ses représentants les plus radicaux. Alors ce Dieudonné-là, il a disparu. On va dire qu'il y a eu différentes transformations Pokémon au fil des années, de la décennie 2010, pour aboutir à une voie sans issue, je crois, dans cette vidéo dont j'ai parlé au début, qui est celle qu'il a faite après l'exécution d'al-Baghdadi, et dans laquelle, non pas il soutient, le mot est quand même fort, mais il montre une estime pour al-Baghdadi, tout en critiquant ses opposants, en l'occurrence Donald Trump. Alors, cette vidéo, je vous invite à la regarder. Certains me disent, mais non, mais tu fais des vues à Dieudonné en disant, en renvoyant à ces vidéos-là, ça sert à rien. Non, ce n'est pas grave que quelqu'un fasse beaucoup de vues si parmi ces vues, il y a la moitié du public qui a une vision critique de ce qui est dit à l'intérieur. Donc je crois que c'est essentiel de voir cette vidéo justement pour voir ce qui est devenu, pour voir la déchéance intellectuelle de Dieudonné qui, finalement, j'insiste là-dessus, au fond, devient un soutien de l'islam pour des raisons commerciales. C'est ça, en fait, le point de ma vidéo. Si c'était par pur engagement, si Dieudonné s'était vraiment converti à l'islam, s'il y avait chez lui une transformation, je dirais, spirituelle, visible, qui se traduirait par notamment un comportement au niveau de l'argent, au niveau de la façon de se mettre en scène, au niveau des sketchs eux-mêmes, il y aurait une visibilité plus forte en fait de cette conversion. Pas du tout, il n'est pas devenu musulman. Par contre, il fait semblant, voilà, d'être de leur côté parce que maintenant c'est devenu son public. Il y a eu un point d'équilibre à la fin des années 2008-2009, à la fin de la première décennie 2000. Quand vous alliez à la Main d'Or, effectivement, ce qu'il disait dans ces spectacles était vrai, c'était une boîte de crayons de couleur, il y avait de tout, il y avait des noirs, il y avait des blancs, il y avait des arabes, dans le public il y avait de tout. Aujourd'hui, je veux dire, c'est déjà quelque chose que je ressentais les dernières années où je travaillais avec lui, et ceux qui vont, j'ai un ami qui allait voir un de ses spectacles récemment, m'a dit, c'est en fait, on est sur du 80-90% de Maghrébins qui assistent au spectacle. Donc simplement Dieudonné se conforme à l'idéologie de ses spectateurs. En fait, je vous dis, c'est la constante chez Dieudonné, c'est la versatilité de son discours. C'est-à-dire que lorsque Dieudonné a été subversif, c'est en quelque sorte à son insu. C'est lorsqu'il a tenté des choses, comme par exemple une critique de l'antisionisme, hop, il s'est rendu compte que, d'accord, il a été exclu du système, mais il y avait un répondant. Les gens avaient besoin de cette critique. Voilà, effectivement, il arrivait à une époque où on ne critiquait plus du tout les juifs à la télévision, et pour certains, ça a été une libération, on va dire, de la parole, et cette espèce d'euphorie, il en a bénéficié, il a joué de là-dessus, c'est devenu son fonds de commerce. Et bien maintenant, on voit que finalement l'antisémitisme disparaît peu à peu de son discours, il est de moins en moins virulent à ce propos. Par contre, l'islamophilie affichée est de plus en plus nette. Alors dans cette vidéo d'al-Baghdadi, il y a deux moments. Dans la première, il critique férocement Éric Zemmour, et dans la seconde, il s'en prend à Donald Trump. Alors, concernant Zemmour, ses propos font suite à la tentative d'un vieux monsieur d'attaquer une mosquée. Je crois qu'il a blessé 2 personnes à Bayonne, et selon Dieudonné, c'est l'effet Zemmour. Alors moi, ça m'a vraiment marqué, cette critique de Zemmour. Alors je vous cite les phrases. Selon lui, l'obsession islamophobe des médias atteint son paroxysme. Voilà, ça c'est les propos de Dieudonné dans la vidéo. Ce serait plus séduisant que je vous montre les extraits directement, mais ma vidéo pourrait sauter parce que vous savez, vous n'avez pas le droit d'utiliser des extraits d'un autre créatif. Ce créatif peut vous faire tomber la chaîne, et Dieudonné n'hésiterait pas à faire ça. Ça, j'en suis persuadé. Donc là, je reprends les propos, je les ai notés. Au poil près, c'est exactement ce qu'il dit. Il critique l'obsession islamophobe des médias qui atteint son paroxysme à travers notamment l'apparition quotidienne de Zemmour sur CNews. Alors, obsession islamophobe, le nombre d'attentats musulmans depuis 15 ans, je ne sais pas si tu es au courant, Dieudonné, c'est 150 000 morts à travers le monde. D'accord ? Donc, c'est un peu normal d'être obsédé par une idéologie
qui est responsable d'autant de morts. D'accord ? Donc les médias, en réalité, font tout pour qu'il n'y ait pas de guerre civile et font tout pour ne pas impliquer l'islam et faire cette dichotomie entre islam et islamisme. Et s'ils en parlent, c'est simplement parce que l'islam fait l'actualité. Voilà, quand il y a un acte terroriste ou un meurtre qui est commis au nom d'Allah, peut-être que tu voudrais que les médias n'en parlent pas du tout. C'est peut-être ça ta vision, ta nouvelle vision de la liberté d'expression. À propos de Zemmour, il dit qu'il y a une zemmourisation de l'appareil de propagande. Si on retire, encore une fois, c'est les propos de Dieudonné, si on retire l'islam et le voile à des gens comme Zemmour, il parlerait de la météo. Mais plus grave, il dit à propos de Zemmour les conséquences que peuvent avoir certains de ses propos, notamment sur Claude. Donc ça, Claude, c'est le prénom du type qui a essayé de faire un attentat devant une mosquée, qui a fait un attentat, qui a échoué. En gros, il dit que Zemmour est le responsable intellectuel de l'attentat. Il fait tout pour l'accuser et pour orienter le ressentiment des musulmans de France contre Zemmour. Ce qui est fou, Dieudo, c'est que tu es en train de faire ici exactement ce que tu as reproché aux médias de gauche et aux associations juives lorsqu'il disait que quand Ilan Halimi avait été massacré, c'était l'effet Dieudonné. Voilà. Ben, c'est la même chose ici. En fait, c'est la même chose, c'est que tu désignes Zemmour comme une cible, alors que Zemmour est un analyste qui produit une critique de la France actuelle, et en aucun cas Zemmour dit ne fait d'appel à la violence. Vu comme il est surveillé, il a déjà eu des procès. Si ça avait été le cas, il aurait fini devant le tribunal. C'est une évidence, d'accord ? Donc ce n'est pas parce que Zemmour dit qu'il y a une islamisation de la France et que lui souhaiterait que ça s'arrête, que des Claudes passent à l'acte. S'il y a des Claudes de 84 ans qui passent à l'acte, c'est parce que ces gens-là, ce Claude a considéré qu'il était envahi. Donc, on est tous d'accord pour dire que la violence n'est pas une solution, mais l'origine, le fondement de cet acte de violence, c'est pas l'écoute d'un discours de Zemmour. Dans ce cas, on peut prendre on peut dire que toute personne qui attaque un juif en France, c'est l'effet Dieudonné. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose au poil près. Donc, je trouve très fort de café que tu accuses Zemmour des mêmes choses que t'ont accusé les médias, et particulièrement malhonnête. Alors, bien sûr, tu critiques énormément l'homme qui est passé à l'acte, donc ce vieux, 84 ans, voilà, Claude, 84 ans. Tu dis, comme par hasard, il s'est pas attaqué à une synagogue, il est pas suicidaire. Tout ça, en fait, c'est des bêtises. C'est un discours qui est profondément bête, parce qu'il est bien évident que ce type ne sortira probablement jamais de prison avant sa mort. Voilà. Donc il n'y a pas un courage supplémentaire à attaquer des synagogues par rapport à des mosquées. Voilà, c'est encore une fois une manière de flatter l'antisémitisme de tes suiveurs. Parce que, je te dis, encore une fois, tu n'as pas de face, Dieudonné. Tu n'es même pas particulièrement antisémite. Tu n'es pas antisémite, tu n'es pas islamophile, tu es une anguille. D'accord ? Et là, tu flattes simplement ton public qui, à l'écoute de ces mots, va se dire « Ouais, c'est vrai, hein, le mec, comme par hasard, il va attaquer une mosquée, il va pas attaquer une synagogue. » Quelle différence ? C'est le même degré de dangerosité, et lorsque vous vous faites prendre, vous finissez probablement votre vie en prison. Voilà. Donc tout un tas regardez cette vidéo, vous verrez que les 5 premières minutes, c'est une attaque totale contre Zemmour, et très clairement, il dit que s'il y a demain la guerre civile et des attaques contre les musulmans, Zemmour en sera le responsable. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument dégoûtant, parce que toi qui disait tenir à la liberté d'expression Dieudonné, Zemmour a le droit de le dire, de dire et de tenir le discours qu'au fond, une majorité de Français pensent également, de vrais Français. Je veux dire, si les bouquins de Zemmour ont un succès aussi retentissant, je crois qu'il y a eu 600 000 ventes pour le suicide français, le destin français également a fait un carton, c'est parce que les Français sont d'accord. Donc là, tu es en train, ce qui me déplaît fortement, c'est que tu es en train de dire que finalement Zemmour ne devrait pas s'exprimer, et que donc la pensée d'une grande partie des citoyens français ne devrait pas être exposée à la télévision. Voilà, c'est tout de même terrible. Alors la deuxième partie de la vidéo, elle est, de certaine manière, elle est plus incroyable encore. Tu critiques Trump qui s'est félicité de la mort d'al-Baghdadi. Alors, je voudrais dire que je suis d'accord sur un point, c'est que ça fait partie des défauts de Trump. Il a une manière de communiquer
qui parfois n'est pas à la hauteur de sa fonction. C'est-à-dire, moi non plus, je n'ai pas apprécié la manière qu'il a eu de, finalement de se féliciter un peu comme un adolescent de la victoire des États-Unis sur al-Baghdadi. D'accord. Mais toi, tu vas plus loin que ça. En fait, tu exprimes de la compassion pour al-Baghdadi et tu affiches une tristesse qui, non pas donne le sentiment, mais montre tout simplement qu'en fait, tu considères qu'al-Baghdadi est un combattant. En fait, tu ne le présentes pas comme un terroriste, tu le présentes comme un résistant. En fait, quand on écoute ta vidéo, al-Baghdadi est le Jean Moulin de la cause musulmane et Trump a tué le Jean Moulin. En fait, Trump, c'est le nazi dans ta représentation et dans ce que tu essayes de véhiculer dans cette vidéo, et al-Baghdadi, c'est le résistant. Et ça, par contre, c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable parce que c'est grave. Et ce qui est paradoxal, c'est que tu insistes dans cette vidéo pour dire en gros que l'attitude, les propos et même les actes de Trump seront préjudiciables pour l'Occident parce qu'ils auront des conséquences, etc. Alors qu'en fait, ce sont les gens comme toi qui finalement alimentent la haine des musulmans d'Europe de l'Ouest et de France envers les Occidentaux. Et tu vois, je vais te donner le meilleur argument contre le message que tu essaies de faire passer dans cette vidéo. Ce n'est pas l'attitude de Trump qui crée ou qui alimente le terrorisme islamiste. Je vais te donner un exemple. Lorsque Ben Laden a été exécuté lors d'une opération militaire au moment où Obama est au pouvoir, Obama a une prise de parole qui, elle, était plutôt digne pour un président des États-Unis. Il n'a pas dit que Ben Laden avait pleuré comme un petit chien. Il s'est pas félicité de ça avec un sourire. Il avait, je me souviens, une attitude très posée, très solennelle. Il avait dit que, bon, on en pense qu'on en veut, mais que le corps de Ben Laden n'avait pas été exposé et qu'il avait été jeté à la mer pour respecter le rituel musulman, etc. On peut rire de tout ça, mais enfin, dans l'attitude, ce qui est certain, c'est que je me souviens très bien que Obama n'a pas du tout fait une réaction de cow-boy. Il n'a pas fait « Yeah, on a eu ce fils de pute ». Il n'a pas du tout réagi comme ça. Est-ce que ça a changé quelque chose à la haine que les islamistes nous portent? Est-ce que cette attitude d'Obama, qui pour le coup a eu l'attitude que tu préconisais pour Trump, tu dis dans ta vidéo, il aurait été plus chrétien de respecter l'adversaire tout en constatant la victoire, la paix aurait pu jaillir de cette attitude. Faux et archi faux, d'accord? Quoi qu'on fasse, les islamistes nous haïront. Parce qu'ils haïssent notre essence. Ce n'est pas, c'est comme les gens qui pensent, ça c'est vraiment la droite la plus con du monde, qui pense que les musulmans ont une estime plus importante pour les fachos que pour les gauchistes. Non, dans leur représentation mentale, nous sommes des croisés, nous sommes des non-musulmans. Et donc, qu'on vote socialiste ou qu'on vote Le Pen, pour eux, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas une estime particulière pour Conversano, parce que Conversano, il porte ses couilles. D'accord? Alors peut-être que dans les Arabes qui suivent la dissidence et qui ne sont pas finalement ce que j'appelle des Arabes à lunettes. Ce sont des gens qui sont plutôt érudits, qui ne lisent pas que le Coran, qui s'intéressent à d'autres choses, qui parfois même achètent mes livres. Ce sont pas ces gens-là qui sont à un risque pour moi. Et ces gens-là peuvent avoir une estime pour le courage du fait que je porte mes idées en tant qu'identitaire, même s'ils ne sont pas d'accord. Mais globalement, le musulman de base, en fait, voit le blanc de droite, le blanc de gauche, le juif et le chrétien comme une seule et même personne, une personne qui est autre, qui n'est pas musulman. Donc, l'attitude de Trump n'a aucune importance en réalité dans la manière que les musulmans ont de voir l'Occident. Ça ne change rien. Et encore une fois, ce sont tes propos qui sont dangereux en excitant les musulmans. Alors que finalement, en regardant ta vidéo, le musulman qui aurait, on va dire, pris ça par-dessus la jambe en disant quand même al-Baghdadi, c'est quand même un mec assez, c'était quand même un terroriste, quoi. Même s'il portait l'islam, malgré tout. Mais en fait, en t'écoutant, ils peuvent se radicaliser. Parce que finalement, ils finissent ta vidéo, ils vont se dire, mais il a raison en fait, Trump, il a manqué de respect à al-Baghdadi, à l'islam, à nous, il faut se venger. Voilà en fait la crainte que j'ai suite à cette vidéo où pour moi tu as eu un comportement irresponsable dans cette vidéo. Alors, je ne parle même pas du fait que tu réinventes, tu mets en scène l'assaut qui a mené à l'exécution d'al-Baghdadi, tu prétends par exemple que des chiens
ont mordu les enfants d'al-Baghdadi, tu n'en sais absolument rien. Tout est fait dans la dramaturgie, sous couvert de l'humour, pour exciter en fait ton public musulman contre les occidentaux. Et il y a même un moment où tu es, de cette manière, ce que tu dis peut avoir un caractère prescriptif. Tu dis, je ne suis pas sûr que ça calme le jeu, et tu dis ça de manière ironique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que tu paries sur une vengeance qui va arriver et que finalement les Occidentaux qui soutiennent Trump auront bien cherché. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui est insupportable. Tu dis d'al-Baghdadi qu'il est possible qu'il devienne le grand vainqueur de cette histoire. Bon, moi je me demande où tout ça va aller et je crois vraiment que les dernières personnes parmi les patriotes qui continuent de suivre Dieudonné doivent se rendre compte que cette personne est devenue un adversaire. Et je le dis encore une fois, il ne l'est pas devenu par conviction, il est devenu pour des raisons commerciales. Mais peu importe la raison, le fait est qu'aujourd'hui, dans un contexte où il y a je ne sais combien d'attentats par an, je crois qu'il y a eu 300 morts en France depuis 2015, depuis Charlie Hebdo, dans des attentats islamistes, il est parfaitement irresponsable de d'alimenter finalement cette haine que les radicalisés ont contre nous en France, en disant que finalement notre attitude au Moyen-Orient elle est inacceptable. Comme si c'est ça qui créait le terrorisme chez nous. Non, ce qui crée le terrorisme chez nous, c'est la présence d'halogènes et de blancs sur un même territoire. C'est le multiculturalisme forcé, qu'on nous force en fait à vivre, qui est la cause des conflits ethniques. C'est pas parce qu'on a été méchant en Syrie que Momo va sortir de son kebab pour nous flinguer à Paris. Ce n'est pas pour ça, d'accord ? Même si tout se passait très bien au Moyen-Orient, il y aurait des conflits ici, parce qu'il y a une incompatibilité civilisationnelle. Et je suis persuadé qu'au fond de toi, Dieudonné, ça tu le sais, d'accord ? Donc voilà, pour ce qui est de la revue de cette vidéo, j'en ai terminé. Je vous invite encore une fois à la voir. Il termine d'ailleurs de la plus incroyable des manières en faisant un parallèle entre al-Baghdadi et une martyre des îles à l'époque de l'esclavage. Voilà, une femme qui s'était sacrifiée avec ses gosses en fait, elle a tué ses gosses pour les soustraire à l'infamie qui était l'esclavage. Et il compare le parcours d'al-Baghdadi et l'impact que sa mort peut avoir sur les autres avec cette femme-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que Dieudonné estime qu'al-Baghdadi est une victime de la domination américaine et occidentale et qu'il s'est libéré de façon sacrificielle en tuant ses mômes pour ne pas être soumis à nous qui sommes les oppresseurs. En fait, c'est ça le message de cette vidéo. En gros, voilà, je la fais très courte, al-Baghdadi bien, Trump, Zemmour, les Français qui votent FN, pas bien. Voilà, c'est ça que dit Dieudonné dans cette vidéo. Donc là, s'il ne se présente pas comme un adversaire, je ne sais pas ce que c'est. Je vous renvoie aussi à une autre vidéo de Dieudonné qui était passée inaperçue à l'époque, que je vous mets en lien en description de la vidéo, qui a été tournée, je crois, à peu près ça correspondait au moment où j'ai arrêté de travailler avec lui, en 2012. Dieudonné est invité en Iran, et vous devez voir cette vidéo pour vous rendre compte à quel point Dieudonné, finalement, c'est comme le bouffon du roi au Moyen-Âge. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il faut dire pour obtenir le succès financier auquel il prétend. D'accord ? Donc, étant exclu du système, il est allé à fond dans l'autre sens, et sa démarche comme ça a abouti à quoi ? Eh bien, a abouti à un éloge de l'Iran sur place et surtout un éloge de l'islam. Alors, dans cette vidéo, je vous fais un petit medley de ce qui est dit. Dès le début, à partir de 2 minutes de la vidéo, il demande aux chrétiens de devenir musulmans, tout simplement. C'est-à-dire, en gros, si vous avez compris la marche actuelle du monde, mes amis chrétiens, moi-même j'étais chrétien mais j'ai évolué, etc., vous devez aller vers l'islam. Il dit ensuite, l'islam, c'est la recherche de la vérité. Ne pas rire s'il vous plaît. Le vice, la perversion, le racisme, c'est l'opposé de l'islam. Donc ça, ce sont des choses qu'il dit à un journaliste sur un plateau télé en Iran, en soumission totale, comme ça, à l'État iranien, des choses qu'il ne s'est jamais permis de dire ça en France. Mais là, se croyant à l'abri des regards, voilà les propos qu'il tient. Et la raison pour laquelle je l'ai, encore une fois, c'est pas, là, je ne cherche pas à critiquer l'islam, je cherche à montrer que Dieudonné adapte son niveau de discours
aux médias sur lesquels il s'exprime, d'accord, et en fonction des différents pays. C'est-à-dire que ici, il va jouer la carte du nini. Non, je suis pas musulman, mais je suis pas non plus sioniste, mais je suis pas si, je suis un esprit libre. Il arrive en Iran et finalement, il fait une gorge profonde à l'idéologie chiite. Alors que lui-même n'est pas chiite. Donc c'est vraiment, on est vraiment, je dis, dans le bouffon du roi. La personne qui, au fond, n'a pas d'idée propre, ou qui les garde pour lui et qui va sortir ce qu'il faut au moment opportun pour se faire bien voir. Il dit ensuite, le sionisme développe un discours islamophobe. Bon, ça c'est la base, ça c'est Dieudonné qu'on connaît. Je précise que l'islamophobie c'est la peur de l'islam, et il n'y a pas que les sionistes qui ont peur de l'islam. Au sens strict, l'islamophobie c'est la peur de l'islam. En France, je crois qu'à peu près tout le monde, tous les non-musulmans ont une crainte par rapport à ce que peut devenir l'islam dans le pays, une crainte des attentats notamment, et de la délinquance au quotidien. On va dire dans les banlieues, qui est souvent le fait de qui on sait. Les chrétiens doivent venir dans ce grand mouvement islamique universel. L'islam, c'est la porte vers la liberté. Voilà le genre de choses que Dieudonné dit dans cette vidéo en Iran. Et ça, c'est une vidéo qui a été tournée 10 ans après son sketch. Alors, je ne sais pas si les Iraniens avaient vu ce sketch, La fine équipe du 11, dans lequel tu te foutais allègrement de la gueule des terroristes responsables des attentats du 11 septembre. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre cette date et cette date? En fait, il ne s'est rien passé, tu n'as pas changé, tu es subversif quand cela t'apporte un succès artistique, un succès dans tes spectacles, et que cela t'apporte de l'argent. Et quand il n'y a plus lieu d'être subversif, eh bien, tu ne l'es plus. Je me souviens que ce qui m'avait fait m'éloigner, le jour où je m'étais dit je vais vraiment prendre des distances, c'est dans Foxtrot, le spectacle Foxtrot, où tu avais parlé de Breivik, et donc tu as fait un sketch moqueur sur Breivik, très bien, c'est dans ton, c'est pas inhabituel jusqu'à présent, et tu dis à un moment du sketch, oui alors Breivik, alors lui son combat c'était son histoire de race blanche, là je sais pas quoi, sa putain de race blanche. Et là je peux te dire d'accord, en fait fondamentalement Dieudonné n'a pas changé, c'est toujours un type de gauche qui méprise les identitaires chez eux, qui veulent rester simplement maîtres chez eux. Maintenant, dans cette seconde partie, je vais comparer les parcours de Dieudonné et de Tepa, notamment à partir de la fin des années 90, du début des années 2000, qui correspondent au moment où les deux ont laissé leur activité artistique pure pour aller vers du politique. Alors, je vais être assez court parce que finalement le point où je veux en arriver est très simple et vous allez vite comprendre l'horizon vers lequel je vais en comparant les deux. Tepa et Dieudonné sont d'une génération, on peut dire sont de la même génération. Dieudonné est né en 66 je crois et Tepa en 71, ils ont 5 ans d'écart. Et ce sont deux métis. Alors, info intéressante, en tout cas moi je la trouve intéressante. Tepa est le fils d'une maman africaine et d'un père européen, alors que Dieudonné c'est le contraire. En fait, Dieudonné c'est sa mère qui est française et c'est son père qui est camerounais, qui est africain. J'insiste là-dessus parce que je crois, et j'en avais parlé d'ailleurs sur le plateau de Tepa en 2014, je crois que ce n'est pas anodin. J'ai remarqué, alors c'est pas une étude scientifique, ça a le niveau, la valeur de vérité peut-être d'une analyse de comptoir, je l'admets volontiers, mais je l'ai constaté des dizaines et des dizaines de fois, donc de manière empirique, c'est mon expérience. Lorsque un métis a pour père un Français de souche, un blanc, en général, il ne verse pas ensuite dans le racisme anti-blanc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. C'est-à-dire qu'il y a le choix du père qui est... c'est pas le choix du père, mais en tout cas, il y a le respect pour l'identité du père. L'exemple que j'avais donné chez Tepa, de mémoire, c'est celui du soutien sportif. Par exemple, moi je suis franco-italien et c'est mon père qui est italien. Ma mère est française et mon père est italien. Alors c'est absurde, c'est risible et inutile, mais je vous le dis, j'ai pas honte à le dire, c'est comme ça, je l'ai pas choisi, c'était ma vie et c'est fait comme ça. Lorsqu'il y a des compétitions sportives, j'ai toujours soutenu l'Italie et pas la France. Pourtant, je ne suis pas anti-français. Je suis un patriote. J'adore la France, j'adore la littérature française, j'adore la culture française. Je me bats pour ce pays. Je suis anéanti par ce qui est en train d'arriver à ce pays. C'est le mien et le mot France
rien que le mot France m'émeut. Des fois, j'entends le mot France, y a quelque chose qui se passe dans ma tête comme une petite musique agréable, une forme de nostalgie que j'ai jamais vraiment comprise, peut-être la nostalgie d'une France que j'ai pas connue, mais j'aime profondément la France. Toutefois, quand il y a des compétitions sportives, notamment en foot, j'ai toujours supporté l'Italie. Pourquoi ? Parce que mon père était italien. Voilà, c'est quand on est un garçon, son papa, c'est plus important que tout. Et je ne sais pas quelle a été la vie de Tepa, je dis pas qu'il aimait pas sa mère, c'est pas du tout ce que je dis. Soyez nuancés vraiment dans l'écoute de ce que je suis en train d'avancer. Ce que je dis, c'est que chez les métis, j'ai remarqué en général que quand c'est la mère qui est française de souche et le père qui est étranger, lorsqu'il s'agit de penser, d'avoir un avis politique, le demi-africain ou le demi-maghrébin sera plutôt de gauche, sera plutôt antiraciste. Alors que lorsque c'est le père qui est blanc, ça finira pas par l'antifascisme. Et ça peut même finir comme Tepa, dans les dernières salles d'avis, ses idées qui avaient beaucoup changé entre les années 90 et les années 2010. Donc là, c'était un point sur lequel je voulais insister. Je voulais dire aussi que il y a une cohérence chez Tepa qu'il n'y a pas dans le parcours du Dieudonné. C'est-à-dire que quand vous regardez, mais simplement je vous invite à lire la page Wikipédia de Tepa, qui est simple, qui est courte et qui dit à peu près tout de son évolution. En fait, Tepa, c'est une ligne droite. C'est-à-dire en fait, il part d'un point A, il y a un intermédiaire qui est le point B, il finit en C. Tout ça est cohérent. Et je ne dis pas ça, je ne me réjouis pas de cette cohérence parce qu'il a rejoint nos rangs. Ça, j'en suis content à titre personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'impair. C'est-à-dire que, comme tous les métis des années 90, il a un logiciel antiraciste. Après, il commence à se poser des questions sur l'Union européenne. Il se rend compte que dans la dissidence, même s'il y a des gros fachos, il y a des gens intelligents. Et finalement, il finit par être, non pas un identitaire parce qu'il n'est pas blanc, bien sûr, mais en tout cas un soutien, quelqu'un qui met en avant les thèses du Front National, qui interviewe Jean-Marie Le Pen avec respect, et qui finalement est un patriote anti-islam. C'est ça la dernière partie de la vie de Tepa, c'est ça. On va pas se mentir. Voilà, on sait que inviter des gens, c'est pas forcément soutenir, mais c'est en tout cas accepter qu'un discours soit dit à une antenne, d'accord ? Quand je ne suis pas invité par certains médias alternatifs, c'est parce que ces médias-là sont antiracistes. Ils ne veulent pas donner une tribune à mes idées. Donc quand Tepa me donne une tribune, quand il donne une tribune à Henri de Lesquen, quand il donne une tribune à Alain Wagner, c'est parce que, à tout le moins, sans être d'accord à 100%, il ouvre une oreille. Vous comprenez ? Et ça, il l'a fait. Et si vous regardez la carrière Méta TV, puis ensuite Te Patriote, lorsqu'il est en solo et qu'il ne travaille plus avec l'association Méta TV, en fait, on voit que le choix de ses invités se porte de plus en plus vers des identitaires, vers des patriotes, vers des fachos, parce que ça correspondait de plus en plus à ce qu'il pensait. Donc il y a une cohérence. S'il y avait une cohérence dans l'autre sens, je le dirais. S'il avait commencé facho en finissant à gauche avec une courbe comme ça, je veux dire très régulière, je dirais là il y a une cohérence. Alors que Dieudonné, il n'y a pas de cohérence. Dieudonné, c'est un type qui, dans les années 90, est antiraciste, d'accord ? Son duo avec Elie Semoun, le fondement, c'est l'antiracisme. Cet antiracisme, c'est incarné, a été cristallisé par son engagement politique en 97 à Dreux contre le Front National. Alors, il dit à l'époque, c'est très intéressant de voir les propos que tenait Dieudonné à propos du Front National. Donc, il qualifie le Front National et ses soutiens de cancer et il analyse la montée du Front National comme un repli communautaire et une folie fascisante. Donc ça, c'est Dieudonné en 97. D'accord ? Ensuite, on retrouve Dieudonné 4-5 ans après qui se fait blackbouler parce qu'il fait un sketch malheureux sur l'antisionisme et qui devient finalement full antisioniste pour pas dire autre chose. D'accord ? Ça devient son fonds de commerce, c'est ça qui a créé sa légende. Et à l'époque, voilà, donc là finalement c'est quand j'ai commencé à m'approcher de lui. D'ailleurs, c'est les moments où ses sketchs étaient les plus drôles parce qu'ils étaient les plus libres. C'était une époque en fait où il critiquait tout le monde, il n'avait aucune limite. D'accord ? Parce que c'est ça qui fonctionnait, la liberté totale. C'est ça que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce n'est pas un acte moral chez Dieudonné d'avoir choisi la liberté d'expression totale. C'est qu'il s'est rendu compte que c'est ça qui lui ramenait du blé. Voilà. Et quand ça a moins fonctionné parce que la proportion de musulmans dans la société est devenue plus importante, il a cessé cette liberté d'expression totale. D'accord ? Il n'a plus fait des sketchs comme la Finiquine du 11. Ce n'est pas parce qu'il est devenu musulman. C'est parce qu'il s'est rendu compte que dans son public, la proportion de musulmans avait augmenté et que dans la société française, les discours, finalement,
typique de l'humour français total, qui est un humour de second degré, de foutage de gueule et d'ironie sur toutes les religions, eh bien en fait il a mis la pédale douce là-dessus. Et on retrouve quoi? On retrouve un Dieudonné qui, dans la décennie 2010, devient de plus en plus un soutien de l'islam, et aussi, parallèlement à cela, critique des Blancs. Je me souviens d'une vidéo qu'il avait faite au moment de ce projet absurde qui d'ailleurs n'a pas abouti, de concert pour la paix en Corée du Nord. Je sais pas si vous savez, c'est ridicule. Ce projet ridicule qu'il a eu, qui je crois ne s'est pas fait en 2017, et dans cette vidéo, il accusait l'homme blanc de tous les maux. Voilà, il nous prenait à partie. Il disait, vous les hommes blancs, vous devriez réfléchir, les blancs, vous devez réfléchir à tout ce que vous avez fait, à la disparition des Indiens, à l'esclavage, comme s'il n'y avait que les blancs qui avaient réduit d'autres peuples en esclavage, soit dit en passant, comme si les musulmans n'avaient jamais fait. En gros, il nous accusait, mais pour la première fois directement en tant que blancs. Et cette vidéo avec Al-Baghdadi est l'aboutissement de ce qui est devenu Dieudonné. C'est-à-dire, finalement, il est retour à la case départ. On est revenu en 97, le racisme c'est mal, les blancs sont des fachos, ils dominent le monde, et lorsqu'ils se prennent un attentat dans la gueule, quelque part, peut-être que, on va pas le dire comme ça, mais je crois que peut-être ils l'ont peut-être bien cherché. Voilà, c'est ça que dit la vidéo qu'il a faite Al-Baghdadi. Donc, moi ce que je trouve intéressant en mettant en parallèle les deux parcours, je tiens à préciser que je maintiens mon estime artistique pour Dieudonné. Dieudonné c'est un grand humoriste, c'est un mec qui a énormément de talent, qui a beaucoup d'intelligence, qui écrit très bien, qui est drôle, qui reste drôle, il est un peu moins drôle qu'avant, mais il est toujours très drôle dans sa technique humoristique. Donc ça c'est pas parce que je les compare que je dis que Tepa est meilleur, c'est deux choses différentes. Tepa était un animateur, un rappeur, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec Dieudonné. Mais la comparaison des deux parcours est intéressante, dans le sens où elle montre l'importance du libre arbitre, du choix. Vous avez toujours le choix. On a deux personnes qui sont deux métisses et qui ont fait deux choix différents. L'un a choisi le combat anti-France, l'autre a choisi le combat, après moult réflexions, a choisi le combat pro-France. Je vous dis, il y a une cohérence dans le parcours de Tepa, parce que c'est quelqu'un qui est venu progressivement à nos idées. Lorsqu'il rejoint l'UPR, par exemple, c'est parce que au sein de la dissidence, et même de R au début, il trouve qu'il y a trop de fachos. Voilà, ça ne lui correspond pas, il a l'impression d'être haï par toutes ces personnes, parce qu'évidemment, en 2007, ER a été l'espoir de toute la dissidence, et dans la dissidence, il y a les nationalistes. Depuis, on a compris l'arnaque Soral, et bien sûr, on s'en est éloigné, mais à l'époque, finalement, c'était le Front National plus. Voilà. Et Tepa n'était pas encore mûr à ce moment-là. Il a fini par l'être 5-10 ans après. Vous voyez, tout ça, cette ascension, il n'y a pas de rechute, il n'y a pas de montagne russe. Tandis que Dieudonné n'a cessé de faire le yo-yo. 2 pas en avant, 3 en arrière, 4 en avant. On ne sait pas. Si vous regardez, si vous avez archivé, parce que je crois que certaines ont disparu, je me demande s'il n'y a pas une chaîne YouTube de Dieudonné qui a disparu. Ces vidéos de 2010-2011 sont parfois compliquées à trouver. Vous verrez qu'en fait, il a dit tout et son contraire sur les 10 ou 15 dernières années. Et ça, c'est vraiment la marque d'une personne qui n'a pas, qui ne soutient aucune cause véritable, et qui en fait suit le mouvement de l'instant. Voilà. Et si j'ai décidé d'établir ce comparatif, c'est parce que je voudrais aussi apporter une nuance à la manière que les gens ont de me voir, parce que je suis vu comme ce que je nie pas, comme un racialiste, quelqu'un qui a une grille de lecture ethnique pour analyser le monde et les choses. On pense que je ne prends compte que la race. Bien sûr que non, il n'y a pas que cela qui est important. C'est une condition non nécessaire mais non suffisante, comme on dit quand on fait des démonstrations mathématiques. Parce qu'il y a le libre choix. Les hommes sont libres et peuvent décider de soutenir telle ou telle cause, même si ça ne leur est pas forcément profitable. Voilà, pour un métis comme Tepa, est-ce que c'est profitable in fine de soutenir la cause des identitaires? Pas forcément. Peut-être que ça se traduit par une remigration qui pourrait peut-être même les concerner, si vraiment nos idées triomphent à 100%. Mais Tepa ne se posait pas cette question-là. Il le faisait parce qu'il considérait que c'était la voie juste. Et c'est en ce sens que son parcours il est remarquable. Il faut voir aussi au niveau de ce qu'est Dieudonné que on est aussi marqué parce qu'on est dans son enfance. Alors l'enfance de Tepa, elle est pas très documentée sur Internet. On ne sait pas trop. On sait juste, je vous ai dit que il est né d'un père flamand et d'une mère gabonaise qui est venue ici pour travailler. D'ailleurs, il le disait dans mon émission.
il aurait été choqué que sa mère n'est pas venue comme une migrante. Elle n'est pas venue, c'était pas une sans-papier. Elle est venue parce qu'elle avait un droit de travail en France. C'est tout de même une différence qui est notable. Dieudonné, par contre, on a plus d'infos sur son enfance. Et quand j'ai vu ça, je me dis, bon d'accord, mais tout est là. Dieudonné, il est le fils, donc il est né en 66, l'enfant d'une union entre Josiane Gruet, qui est une sociologue française originaire de Bretagne. Donc en fait, la maman de Dieudonné, elle est sociologue. Quand t'es de droite et que tu sais ça, t'as tout compris. Et il est le fils de Dieudonné Joseph Mbala, un expert comptable camerounais originaire du village et de l'ethnie Ewondo. Et en fait, Dieudonné a eu une éducation au milieu des livres, c'est-à-dire une éducation assez érudite. Ça explique pourquoi, en fait, il est quand même cultivé. Dieudonné, quand vous voyez ses spectacles, les spectacles de Dieudonné sont subtils. On voit qu'il y a un fond culturel, d'accord ? On n'est pas sur des blagues à la Cave Adams. Qu'on aime ou pas Dieudonné, on faut quand même voir le niveau. Parce que, finalement, le fondement, la famille de Dieudonné, c'est quoi ? Eh ben, c'est des universitaires de gauche. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça... Maintenant, je comprends tout. Je comprends, par exemple, pourquoi l'amitié avec Soral, elle perdure. C'est qu'il y a une adhésion de fond avec les discours de Soral, qui lui-même est un sociologue qui a commencé et qui finalement n'est jamais sorti du marxisme. Voilà, les références de Soral, ce sont des sociologues de gauche, c'est Bourdieu, c'est le Capital, c'est tout ça. Et en fait, Dieudonné a les mêmes référents culturels. Et c'est pour ça qu'il y a une impossibilité chez eux d'aller à fond vers le soutien de la cause européenne et de la libération du continent. Comme je l'ai dit, on a toujours le choix de ses opinions. Moi, je pense que les hommes sont libres et ont une volonté propre. Et bien sûr, Dieudonné aurait pu sortir de ce carcan, mais tout de même, avoir cette vue comme ça sur ce qu'a été son enfance et dans quoi il a baigné toute son adolescence, eh bien, fait comprendre peut-être pourquoi il ne peut pas fondamentalement sortir de l'antiracisme. Finalement, il nous a fait croire qu'il était sorti de cette propagande, mais il n'en est jamais sorti. Dieudonné n'en est jamais sorti. La seule chose qu'il a produite, c'est de l'antisémitisme de gauche. Cet antisémitisme qui finalement consiste à ne pas supporter les actions des juifs qui sont des actions de droite. C'est-à-dire en fait, c'est ça l'antisémitisme de gauche, c'est pas autre chose. C'est voir Israël et dire putain, Israël c'est comme un pays de racistes, hein. Ils aiment pas les étrangers. En fait, c'est ça. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais tu n'as rien à faire dans ce camp. En réalité, cette dissidence-là antisioniste est toujours de gauche. Structurellement, elle est de gauche. Et c'est pas pour rien que maintenant, un certain nombre de soutiens de Soral et Soral lui-même va plutôt vers Mélenchon en s'éloignant du Front National. En fait, là, pour le coup, il y a une cohérence, là, pour le coup. C'est que, fondamentalement, c'est la même chose. D'accord ? L'antisémitisme qu'on retrouve dans la France insoumise, c'est le même que celui de Dieudonné. Et c'est le même depuis le début. En réalité, c'est des gens comme moi et ceux qui ont suivi la dissidence, qui étaient jeunes, on n'avait pas de repères, donc on suivait ce qui nous semblait être le plus subversif, le plus électrique, d'accord ? Sans trop se poser de questions, en se disant, mais finalement, on est une grande famille, mais pas du tout. Il y a une différence structurelle. Au fond, Dieudonné est toujours un antiraciste qui a une vision très négative de la pureté ethnique, du fait de se maintenir quand on est blanc de vouloir rester blanc à tout prix, quand on est juif de vouloir rester juif, etc. Parce que le métissage est son univers, d'accord ? Rares sont les gens qui arrivent à dépasser leurs conditions pour avoir un avis objectif sur une situation politique, surtout celles qu'ils sont en train de vivre. Et finalement, le choix que Dieudonné fait du soutien à l'islam, sa cohérence, c'est que vous pouvez être de toutes les races et vous pouvez être musulman quand même. Et finalement, c'est le seul combat qui peut correspondre à sa psychologie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vouloir une France française, il ne peut pas vouloir une Europe européenne. Sa remigration en Afrique, il n'arrive pas à l'effectuer parce qu'en fait, au fond, il a un quotidien d'occidental, il aime le confort Dieudonné, donc moi je vous le dis, il n'ira jamais habiter au Cameroun. Donc finalement, il a le cul entre deux chaises, comme un certain nombre de métis. Et par quoi ça se traduit ? C'est que par facilité commerciale, il se dit finalement la cause que je vais soutenir, c'est celle de l'islam, parce que les musulmans sont les plus nombreux à me suivre. Et ça va pas plus loin que ça. Et ce qui est, je trouve, paradoxal, c'est que Tepa, lui, avait toutes les raisons, si on regarde son parcours, en commençant dans le rap, c'est Tepa qui aurait dû finir par être un soutien
de l'islam, comme un certain nombre de rappeurs qui autrefois étaient dans l'idéologie Black Blamber, le racisme c'est mal, etc. et qui ont tous, une bonne partie a dérivé vers la radicalisation islamique avec des textes, les textes de Médine, les textes de tous ces rappeurs actuels qu'on connaît et qui sont atroces, qui sont des textes anti-France, pro-islam et islam radical. Finalement, Tepa, qui a peut-être moins de culture à la base que Dieudonné, je parle d'une culture classique, une culture livresque, qui a commencé dans le rap, finalement, c'est lui qui allait vers nous. Comme quoi, tout arrive dans la vie. Par ses sentiments, ses émotions l'ont porté vers la cause nationale qu'il n'était pas censé défendre du fait qu'il soit un métis et par ses fréquentations. Et ça, vraiment, c'est le succès de la vie de Tepa, et je voulais terminer quand même sur cette note, c'est que Tepa a réussi à maintenir, à rester respecté par le milieu du rap, qui pourtant n'a pas trop compris ce qu'il est devenu ensuite avec Meta TV, avec son engagement politique, tout en étant respecté des fachos. Voilà, et ça c'est franchement une réussite. Et ça, c'est ce que vous devez retenir de cette vidéo. Quand vous êtes un homme bien, vous mettez tout le monde d'accord, sauf les fous comme Alain Soral, voilà, qui vous crachent dessus alors que vous venez de mourir. Mais quand vous êtes Tepa et que vous finissez votre vie, et sur Twitter, et sur les réseaux sociaux, vous avez des hommages qui viennent de la gauche culturelle, de la gauche du rap, et même du rap du rap égalitaire, pro-métissage, antiraciste, etc., jusqu'à Conversano, franchement, ça c'est top. Ça c'est top, et ça montre que finalement l'esprit français, il est bien incarné ici par Tepa et non pas par Dieudonné, comme on aurait pu le croire à une certaine époque. Dieudonné finalement, et je terminerai là-dessus, c'est fou, mais en lisant, en me renseignant pour faire cette vidéo, la description qu'en fait Elysée Moon, elle est tout à fait juste. Elysée Moon a dit de Dieudonné, c'est un vendeur de bagnoles, parce que Dieudonné, en fait, avant d'être humoriste, son projet de vie, c'était de vendre des voitures. Il dit, Semoun, c'est un vendeur de bagnoles totalement omnubilé par l'argent. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour avoir été en interne, pour avoir vécu ça de l'intérieur, c'est exactement ce que j'ai constaté. J'ai cru, en m'approchant de Dieudonné, que c'était un combattant de la liberté, de la libre expression, de l'intelligence et de l'indépendance d'esprit. Mais finalement, c'est un type qui a beaucoup de talent et qui met ce talent avec un parcours tout azimuté, effectivement. Cette sortie du système totalement involontaire, je le précise, Dieudonné n'a pas voulu sortir du système, le système l'a exclu, et c'est pareil pour Alain Soral, et simplement ils se sont adaptés, ils sont allés à fond dans l'autre sens, parce que commercialement c'était la seule carte à jouer. Mais au fond, Dieudonné reste dans les clous de ce que pense le système, et sa pensée est versatile, et correspond à ce qu'il doit dire et doit faire pour avoir du succès à un moment donné. Il n'est plus suivi par les patriotes et par les identitaires, qu'à cela ne tienne. On fait une vidéo de crypto-soutien à al-Baghdadi. Alors, jusqu'où ça va finir? Je ne sais pas. Je dis aux musulmans qui ont pu aller jusqu'au bout de cette vidéo, peut-être que dans 5 ans, en fonction de la situation politique, si les musulmans ne sont plus à la mode, vous verrez qu'il ne vous soutiendra plus. Voilà, il changera à nouveau, il pourra même revenir en arrière. Il fera des sketchs où il se moquera d'un de vos martyrs. Voilà, parce que c'est ça, Dieudonné, c'est ça. La semaine d'après c'est ça, celle d'après c'est ça, et celle d'après c'est ça. Voilà, il n'y a aucune cohérence, si ce n'est son fil rouge, qui est en gros gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent et gagner de l'argent. Et je donnerai un dernier exemple pour appuyer mon argumentaire, c'est le fameux dernier spectacle de Dieudonné. Ça fait combien d'années que Dieudonné vous dit qu'il va faire son dernier spectacle? Faut bien que vous compreniez sa psychologie. Il voudrait que ce soit son dernier spectacle parce qu'il est fatigué, il travaille énormément, il a fait des dizaines et dizaines de spectacles, il en peut plus, d'accord? Et puis il a assez d'argent, mais il ne peut pas parce que il est trop attaché à la thune. Donc il ne peut pas dire bon j'arrête, voilà je suis au sommet, maintenant je vais contempler mon œuvre et profiter de ma seconde vie ou faire des spectacles, simplement pas faire un spectacle par an, prendre son temps, de réinventer son répertoire, de créer de nouveaux personnages pour pas sortir toujours les mêmes sketchs. Non, parce que Dieudonné ne se renouvelle plus, c'est pour ça qu'il est moins drôle qu'avant. Non, il ne le peut pas parce qu'il est prisonnier comme un hamster qui court dans une roue de cette volonté de maintenir son rythme de vie et ses entrées d'argent. Et je vous dis, le rapport de Dieudonné à l'argent, il est pathologique, et ça traduit par quoi? C'est que si à notre époque, pour être subversif, faut être pro-musulman, faut être daéchiste,
ben peut-être qu'il va aller jusqu'à le devenir. Et dans cette vidéo que je vous demande de regarder, parce que vous penserez peut-être que j'exagère en regardant, en écoutant ce que je suis en train de dire, regardez cette vidéo et vous verrez que j'ai pas d'exemple d'autres humoristes et d'autres personnes de la dissidence qui sont allés aussi loin dans l'empathie envers al-Baghdadi, qui je rappelle a quand même été le chef de Daesh. Tu comprends, Dieudonné, jusqu'où tu vas? Tu comprends pourquoi? Est-ce que tu comprends au moins que des gens te méprisent? Tu te rends compte? Quelqu'un qui soutient qui soutient la personne qui est directement, indirectement en tout cas, qui a un lien avec les morts du Bataclan, de Nice, les attentats de Stockholm, où une enfant se fait écraser par un camion fou conduit par on sait qui, de Berlin, voilà, des choses abominables, l'attentat de Strasbourg encore l'an dernier, l'attentat de Villejuif encore cette année, ça n'arrête plus. Tu exprimes de l'empathie, de la compassion pour leur chef. Est-ce que tu as conscience que cela aura des conséquences? Puisque dans la vidéo là, tu critiques Zemmour et tu dis que Zemmour devrait faire attention à ce qu'il dit. Est-ce que toi tu fais attention à ce que tu dis? Est-ce que tu as conscience de la colère et du mépris que tu peux que les gens peuvent ressentir pour toi désormais? Je voudrais simplement savoir, je sais que tu vas pas me répondre en vidéo, mais dans ta tête, peut-être, quand tu t'allongeras dans le lit, parce que je sais que tu vas écouter cette vidéo, tu réfléchiras à ça. Est-ce que tu sais ce qu'on peut ressentir quand on t'entend faire un demi-éloge d'une personne qui est un ennemi total de l'Occident et dont l'action a causé des morts chez nous? Voilà, nous avons perdu des frères. Nous avons perdu des frères de sang parce que al-Baghdadi a existé. Et toi, ta position, c'est de dire fuck Trump, fuck Zemmour, fuck le FN finalement et fuck ceux qui votent pour lui. Moi, j'ai choisi mon camp. Eh bien, écoute, va au bout de ta démarche, demande l'asile politique en Iran ou je ne sais quoi, mais ne fais plus semblant d'être un subversif qui est du côté des Français et du peuple. Voilà, c'est insupportable de te voir appeler ton spectacle Gilets jaunes comme si tu avais un lien encore tangible avec la France d'en bas. Non, la France d'en bas, tu la méprises de la même manière que tu méprises au Cameroun les pygmées. Tu as toujours méprisé les gens d'en bas. Tu t'es toujours vu comme quelqu'un de supérieur socialement et intellectuellement, ce qui d'ailleurs est peut-être vrai. Mais dans ce cas, ce qui est insupportable, c'est de te faire passer pour l'ami du peuple. Tu n'es pas l'ami du peuple et tu n'es certainement plus l'ami du peuple blanc. Ça, crois-moi bien. À bientôt.